Bonjour à tous, chaque vendredi, Interaction, une émission live en direct, donc en bon français, pour vous accompagner dans votre gestion de portefeuille en compagnie des meilleurs spécialistes de la place, en l'occurrence Thomas Louis, le gérant d'Acer Finance. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Et Hubert Tassin, notre analyste Bonjour. maison d'Interaction. On commence tout de suite par les grandes tendances de cette semaine. Je vous invite au cours de cette émission interactive à nous poser toutes vos questions, à nous challenger sur le chat qui se situe à côté du player. Mais on commence tout de suite donc par ces grandes tendances de l'actualité économique. Hubert, qu'est-ce que vous avez noté ? Alors, la semaine dernière, quand on s'est séparés, on avait 2 jours de fermeture des bourses chinoises, plus un week-end, donc il y avait un peu de stress après tout ce qui s'est passé depuis le 24 août. Bon, ça a repris dans le calme sur la semaine. Shanghai, ça monte de 1,3%, donc ça ne rattrape pas ce que ça a perdu, mais on est calmé, donc c'est un peu On a même eu une très grosse progression de Tokyo voilà, cette semaine. C'est un autre sujet quand même, mais on a eu un ouf de soulagement sur les marchés. Les marchés terminent grosso modo en hausse, 1,5 aux États-Unis, 0,7, 0,8 en Europe, avec un peu plus comme tout le temps en ce moment sur l'Italie et même sur l'Angleterre. Mais c'est le ouf de soulagement. Il n'y a pas eu, à la reprise des marchés après 4 jours en Chine, à nouveau un glissement. Alors, comme vous le dites, fait notable, ça a été cette séance à près de 8%, Près de 8% au Japon, mais on gagne de 2,6 sur la semaine avec une des fameuses troisième flèches de M. Abe, qui est la réduction de l'impôt sur les sociétés, qui est très élevée. Alors, c'est vrai qu'on est dans un pays où on est obligé de payer des impôts, mais ils sont à 36%, donc déjà, s'ils reviennent à 33%, ils ont un objectif de 25% un jour. Donc, à la fois, c'est bien pour les entreprises, et puis ça prouve que Abe est capable de passer ces fameuses réformes de structure. Thomas, qu'est-ce que vous retenez de cette semaine ? Que le jour critique, comme l'a dit Hubert, c'était lundi. Clairement, on avait tous les yeux rivés sur les marchés chinois. S'ils avaient cassé, ça avait baissé violemment. Ça a entraîné des effets techniques assez importants sur les autres marchés, dont les marchés américains, qui sont vraiment sur un seuil technique fort au moment où nous parlons. La consolidation qu'on a eue cette semaine, des soubresauts, certes, mais un petit peu moins de volatilité par rapport à ce qu'on a connu, nous conforte pour l'instant dans une vision assez saine des marchés. Donc pour l'instant, plus de peur que de mal, c'est à peu près la moralité de cette semaine. Et alors, du côté des matières premières, le pétrole est entre 47 et 49 $ le baril pour le Brent. Donc pas de choc. Tous les jours, on dit tiens, ça a baissé de 2%, ça a monté de 2%, mais pas de choc sur cette matière première-là, qui est quand même celle qui dirige l'affaire. De façon plus locale, la production industrielle en France qui recule, c'est anecdotique pour la bourse ou c'est quand même un signal pas très encourageant pour l'Europe? C'est anecdotique pour la bourse, ça ne l'est pas pour les Français. On a clairement un problème qu'on ne veut toujours pas voir en France, mais ça ne touche pas les grandes entreprises cotées dont on parle et ou les champions, les small et les mid-cap qu'on peut avoir en portefeuille, qui sont généralement éloignés de ces considérations-là. Mais on ne pourra pas faire abstraction longtemps de ce qui se passe dans l'Europe et de ce qui se passe chez nous. Voilà. Alors, le graphique macro de cette semaine, Thomas, je vous laisse nous le présenter. Mais oui, parce que les taux aux États-Unis, on en fait des couches et des couches. Donc nous, on a décidé de prendre un petit peu de recul, comme d'habitude. On dézoome. Et on dézoome. Et donc, on dézoome depuis 1990. Et vous voyez à l'écran 2 périodes. La première période, sur les taux qu'on a pris à 2 ans américains et européens, on voit clairement une baisse des taux sur cette période, passée de 8,8 à un peu moins de 1,2%. C'était des périodes où on luttait contre l'inflation. Il y a eu des hausses de temps en temps quand il y avait un peu d'emballement de l'économie, c'est ce qui s'est passé. Et désormais, on cherche à lutter contre la déflation. On est arrivé dans la période 2, celle dans laquelle vous commencez à voir aujourd'hui une dichotomie entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en Europe. Donc la flèche rouge aux États-Unis voilà, et la flèche bleue. Exactement. En revanche, la nouveauté, c'est la pente de la flèche rouge, puisque vous pouvez constater qu'on avait l'habitude de remonter les taux, c'était le thème de la semaine dernière, assez rapidement aux États-Unis. Et là, clairement, puisqu'on a des grosses pressions déflationnistes
notamment à cause du prix de l'énergie, on l'a vu aux États-Unis, eh bien ce sujet-là va nous amener probablement une remontée lente des taux d'intérêt. Elle aura lieu, mais beaucoup plus lente que l'on le pensait. Les États-Unis ont intérêt à ce rythme lent. Il ne faut pas casser la croissance et il faut surtout préserver les économies du monde. Hubert, est-ce que ça veut dire que finalement, il faudrait mieux jouer les actions américaines? Nous, on est sur les actions européennes avec Interaction, ou est-ce qu'on peut quand même... D'abord, avec Interaction, on est sur les actions européennes, mais on peut États-Unis profiter des aussi. États-Unis. Non, ce qui est vrai, c'est que cette crise chinoise, ça handicape une des 3 zones de croissance sur lesquelles on comptait, c'est-à-dire le Japon. Et donc, il y a un recentrage des portefeuilles sur les pays développés, et dans les pays développés, sur les États-Unis et sur l'Europe, soutenue par leur consommation. D'abord par leur consommation, parce que aux États-Unis, maintenant, le cycle est enclenché. Alors, juste pour les taux d'intérêt, on rentre dans une semaine où il y a la réunion de tous les fantasmes de la Réserve fédérale, mercredi et jeudi. Je pense que ce n'est pas de savoir s'ils vont monter leur taux de 0,25 ou pas les monter de 0,25 qui va changer la vie. C'est effectivement ce que vient de dire Thomas. S'ils les montent 0,25 par 0,25 tous les trimestres, ça fait 1% sur une année en partant de zéro. Ça ne va pas non plus bouleverser les économies comme les fameux cracks obligataires qu'on a connus au milieu des années 90. Oui, on est clairement dans les mains des banques centrales. On l'a suffisamment dit aujourd'hui. La Banque centrale américaine ne veut pas non plus créer une guerre des monnaies plus importante que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Le yuan est en train de s'imposer, on l'a suffisamment commenté ici. Les États-Unis ne veulent pas casser la croissance dont ils ont besoin, notamment grâce à leur industrie qui est en train de gagner des parts de marché substantielles. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la macro et les tendances qu'on pouvait observer cette semaine. On passe tout de suite à notre rubrique tableau de bord. Alors, quand on lève le nez du tableau de bord, on aperçoit des feux de circulation. On commence par ces feux tricolores avec un petit changement cette semaine. Oui, un feu qui est passé au rouge, le premier, celui du niveau des perturbations, qui est le seul à avoir bougé cette semaine. Finalement, compte tenu des mouvements récents, c'est pas très étonnant qu'on ait un mouvement de perturbation. Et je vous invite à aller voir tout de suite sur le graphique suivant. En fait, l'intensité de cette perturbation, vous retrouvez, alors c'est un tout petit trait qui est à droite de notre graphique, complètement à droite. Donc ça c'est un sismographe en fait. Exactement, ça revient à une façon dont l'économie est choquée, mais on voit quand même que cette guerre des monnaies, la baisse du prix de l'énergie, les craintes sur la croissance, ça a quand même un impact. C'est pas un impact aussi important que celui de 2009. C'est une chose qu'on a commencé à entendre sur les marchés récemment à cause de la crise chinoise et nous n'y croyons pas. On est plutôt sur ce qui s'est passé pendant les étés 2010 et 2011 de craintes ponctuelles. Et comme on est dans des économies qui aujourd'hui ont des taux d'intérêt très bas, il y a énormément de sensibilité et donc de volatilité. C'est ce qu'on retrouve dans cet indicateur. Donc c'est un indicateur de volatilité, c'est le VIX en fait? C'est pas le VIX, c'est de l'échelle de Richter. La façon dont les économies sont choquées. Alors c'est très important pour les performances aussi des marchés. C'est-à-dire que tant que les marchés sont très volatiles, justement, vous avez des gestions qui surveillent la volatilité et qui n'investissent pas, qui retiennent, alors qu'elles ont du cash, qui retiennent leur cash, même si elles ont des scénarios, comme on l'a dit, assez nets sur l'économie américaine ou l'économie européenne. Mais fatalement, vous avez des gestions qui se sont engagées à ne pas dépasser tant de volatilité. Donc la volatilité joue sur l'absence de volatilité à terme, puisque les gens, n'étant pas présents, ça va aller un peu moins dans les deux sens. Exactement. La météo, rapidement, pour finir cette séquence, on reste en mode 3. Oui, notre mode 3... favori, préféré. Il n'a pas changé. Unique, hein. Il n'a pas changé depuis qu'on a commencé... En fait, on n'a qu'un graphique, on ne vous l'a pas dit, mais cette émission, on ne peut pas le changer. On a un problème de budget. On voit quand même qu'en 2011, on a été très Mais vous voyez effectivement dans ce que décrit Hubert, c'est que historiquement, il y a des moments où ça dure longtemps, notamment sur la période 2001-2003. Ça avait duré très longtemps et on était à cette époque en mode 4, c'est-à-dire en mode de crise. Donc jusque-là, notre indicateur fonctionne et on l'a vu dans la volatilité des placements. On a retrouvé cette météo mitigée. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur notre rubrique tableau de bord. On passe aux performances d'Interaction. Interaction, c'est votre émission. Posez-nous vos questions. Interpellez nos spécialistes autour de la table pour les challenger sur leurs convictions. Alors, cette performance cette semaine,
Cette semaine, on prend un petit peu de retard sur le rebond de l'indice, 1,30 de hausse pour Interaction, 1,62 pour le CAC 40. On reste en tête depuis le début de l'année, 11,42 contre 9,55. C'est pas trop mal. Presque 2 points d'écart. Oui, quand on va rentrer dans le détail, on va voir un petit peu ce qui s'est passé cette semaine. Alors, d'un point de vue sectoriel, pour commencer? Oui, voilà, absolument. Alors, les performances sectorielles, vous allez les retrouver. Elles sont en bleu, je le rappelle, pour le CAC, en rouge pour Interaction. Et vous voyez que c'est plutôt l'aspect de consommation cyclique contenu dans l'indice CAC 40 qui a pas mal rebondi cette semaine. Et comme on est plutôt absent des grands titres du CAC sur les consos cycliques, eh bien, on est un petit peu en retard. Il reste que le potentiel du fonds reste élevé à 13,87% contre 17% à l'indice. Sachant que dans cet indice, il y a un gros potentiel sur Sanofi et un potentiel relativement important sur Total, qui quelque part pollue un petit peu notre mesure. Notre positionnement fait qu'on a bien rebondi sur les valeurs technologiques cette semaine, mais aussi sur les quelques valeurs défensives que nous avons en portefeuille. Alors, on voit tout de suite le détail des contributions au niveau micro, au niveau des actions, avec... alors, des services aux collectivités qui avaient été, on voit que c'est volatile par définition. Veolia a rebondi de 4,30% et c'est notre meilleure contribution ce mois-ci. C'est la colonne contribution que vous voyez. Le portefeuille ici est classé par contribution. On retrouve Rheinmetall qui est franchement... Notre valeur allemande. C'était un pic formidable. Qui est vraiment remarquable. Orange qui a pas mal rebondi cette semaine, malgré une baisse ce matin d'ailleurs. Vinci également. Et pourquoi Vinci? Parce qu'on est en train de se rendre compte que finalement, et on le verra sur le titre FH dont je parlais tout à l'heure, il y a une belle fréquentation des autoroutes et tout ce qui est concession est en train de donner des grandes surprises et plutôt des bonnes surprises. La croissance de la fréquentation, par exemple, sur autoroute Paris-Rhône qui appartient à Eiffage, c'est plus 2% pour le semestre, là où on attendait 2% pour l'année. Donc la baisse du prix du pétrole qui est un de nos thèmes, on le retrouve ici. Et puis à l'autre bout du spectre... en bas de tableau, là, il y a une grosse marque rouge avec KPN. Voilà, ça s'appelle une gamelle. C'est ça. Ça arrive dans la gestion, il faut s'y faire de temps en temps. Une gamelle, voilà, KPN, une annonce... Est-ce qu'on rappelle KPN, on vise quand même, pourquoi on avait cette valeur, on vise une espèce de dynamisme et de restructuration de ces opérateurs, voire une concentration, une consolidation du secteur européen. Une consolidation du secteur européen et la faculté pour KPN d'imposer dans son pays des forfaits plus importants de la façon... en fait, il y a eu une annonce qui a été faite, d'ailleurs c'est Hubert qui l'a plus suivi que moi pour rien vous cacher. Alors Hubert, qu'est-ce qui s'est passé ce matin ou hier soir, la Commission européenne n'a pas donné son visa ou n'a pas réussi à se mettre d'accord avec deux opérateurs du nord de l'Europe, Télénor et Télé quelque chose, et Télé Sonera, excusez-moi, et Télé Sonera. Et l'ensemble des investisseurs s'est dit, si on ne peut plus concentrer dans ce secteur vaut moins cher. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas concentrer alors qu'il y a 200 opérateurs? Voilà, donc il y en a 200, je ne sais pas combien il y en a aux États-Unis, mais il y en a 5 ou 6. Donc il y en a 200. La Commission européenne a beaucoup communiqué en disant c'est uniquement parce que c'est au Danemark ou c'est un peu différent, etc. Mais néanmoins, ce matin, forte baisse de Télécom Italia, de Bouygues, d'Orange, tout le secteur, la plus forte hausse depuis le début de l'année ou à peu près, qui est numéricable. On a un secteur qui vit sur les concentrations. Et on a eu le sentiment, alors il se trouve que les marchés, dans l'attente de cette réunion de la Réserve fédérale, etc., sont un peu nerveux et ajustent assez vite. Est-ce qu'on garde KPN en portefeuille? La réponse tout de suite dans notre rubrique gestion. La gestion d'Interaction, ce fonds transparent, cette émission interactive, on rappelle les récents arbitrages avec l'historique d'Interaction. Alors on a rentré depuis le début du mois, on a acheté un peu de chargeurs, vous vous en souvenez, j'en avais parlé la dernière fois, on avait allégé Telefonica, non pas parce qu'on est plus malin que les autres, mais simplement pour prendre des bénéfices, et on voit bien que ça nous abrite largement quand il y a des corrections comme ça. Sur Telefonica, on a un vrai problème avec l'Amérique du Sud, dont les chiffres sont pas bons. Donc on va probablement, je vous l'annonce en avant-première, solder notre position. Et ça risque de toucher tout ce qui, de près ou de loin, travaille avec
L'Amérique du Sud. l'Amérique Oui, du donc Sud. cette semaine, on a eu un choc vraiment sur le Brésil. On savait que ça allait mal, mais Standard À ce & Poor's, point-là. baissant la note, la mettant en obligation pourrie, junk bonds, Mhm. comme on dit, ça confirme. Et donc, on a eu un choc sur l'ensemble de Telefonica. On a un choc sur Casino, qui est très présent. Carrefour, qui l'est moins, mais qui l'est quand même un peu sur Vallourec, Ouais. qui a joué l'industrie du pétrole au Brésil, donc la double peine. Hein. Et puis sur Edenred. Edenred, Bon, absolument. donc on solde Telefonica, on en avait encore 1% en portefeuille, on vend tout. Alors, on l'avait allégé le 4 septembre, on l'a allégé le 10 septembre, et là, on va solder la position définitivement. D'accord. On a acheté à l'autre bout de la chaîne du Saint-Gobain et de l'Eiffage, pour deux raisons que je décrirai un petit peu plus loin. On rentre dans le cycle européen grâce à cela, sur des price earnings qui sont intéressants et sur des thématiques que nous aimons bien. Baisse du prix de l'énergie pour la fabrication, baisse de la consommation de pétrole, les ménages roulent beaucoup plus et ça commence à se traduire dans les faits, dans les chiffres, sur les concessions. Et prenons l'exemple des concessions d'Eiffage par exemple, c'est 65% du résultat d'exploitation, pour résumer, d'Eiffage qui est touché, pour lesquels il y a un effet important. Deuxième effet important pour Eiffage par exemple, et la raison pour laquelle on l'achète, c'est qu'effectivement les taux d'intérêt baissant, on a pour les 4 ou 5 ans qui viennent des économies substantielles sur les frais financiers, sur des modèles dont on pensait qu'ils étaient au bout de la baisse des taux d'intérêt. Eh bien non, on continue de gagner de l'argent et ça devient du résultat net supplémentaire et des free cash flow disponibles pour l'entreprise. Donc 1% d'Eiffage entré en portefeuille, 1,5, on est à 1,5 de Saint-Gobain. Voilà donc pour l'historique. Hubert, oui. Et la vente de L'Oréal. Et la vente de L'Oréal. Et la vente de Qui L'Oréal. me chiffonne personnellement un peu parce c'est extrêmement tactique d'avoir du Vinci et du FH, parce qu'on a à la fois de la consommation et de la gestion industrielle. Mais la gestion industrielle est quelque chose qui donne de la visibilité, c'est le cas, bon, c'est Saint-Gobain l'exemple. L'Oréal, c'est la consommation mais pure. on est un peu absent de la consommation Europe-Amérique du Nord. Alors L'Oréal ne fait que 66% pour les 2 tiers, grosso modo, Amérique du Nord, Europe, ça veut dire qu'il y a un tiers ailleurs. Hein, donc, et puis on a beaucoup de mal à approcher chez L'Oréal, probablement chez Essilor aussi, Donc vous auriez savoir aimé où se font les marges. Vous auriez aimé garder du L'Oréal et de notre la problème, c'est qu'on est consommation. un peu absent de la consommation. Voilà, Thomas, Ben, ça a fait l'objet d'un échange de mails musclé entre Hubert et nous, pour être clair. Quand je dis nous, c'est Agnès Delors et moi-même. L'histoire, c'est simplement que nous, on a peur de cet impact, l'impact Amérique du Sud, l'impact émergent, et sur effectivement une valeur qui se paye assez cher. Le moindre ralentissement, ça va impacter tout de suite les résultats, et donc ça va nous apparaître encore plus cher. D'accord. Donc voilà, c'est un peu contraire à l'esprit du fonds. alors j'entends sur L'Oréal, mais sur la consommation européenne, c'est ça que vous dites Européenne, aussi américaine, c'est Américaine. quelque chose qui marche. C'est assez compliqué de voir que de l'Europe et de l'Amérique et de ne pas avoir effectivement de pays dits émergents. Et c'est aussi très compliqué de connaître les marges. Parce que L'Oréal ou Essilor, ils ne vont pas vous dire s'ils font des marges beaucoup plus fortes en vous vendant votre shampoing à vous ou en le vendant à un Chinois. Thomas. Ouais, à Thomas et à moi, c'est plus compliqué. Voilà. Il dépose le bilan. Bon, mais donc le thème de la consommation. Le thème de la consommation, on est un peu absent pour des tas de raisons. Et notamment pour cette raison que les grands de la consommation, les grands français, notamment de la consommation, ils ont été très internationaux. C'est ce qui a fait leur gloire dans les 10 dernières années aussi. On verra si vous arrivez à convaincre le gérant. Il n'y a pas le feu, mais il faut être par présent. mail ou par d'autres voies. L'actualité des sociétés. On a eu en effet quelques chocs sur les sociétés audiovisuelles TF1 M6. Oui, le gouvernement cherchant de l'argent, ou la présidente de France Télévisions cherchant de l'argent, veut rétablir la publicité sur France Télévisions après 20h30. Donc évidemment, ça fait du mal absolument aux petits concurrents. directement sur TF1 M6, ce qui fait que Bouygues qui a eu son petit problème le cours de Bouygues a son petit problème de téléphone et a son petit problème de TF1, ça fait quand même beaucoup dans la même semaine. Alors, il y a eu un choc. Et puis ça s'est tout de suite stabilisé. Le choc a été à l'annonce, mais hier et aujourd'hui, les titres se stabilisent parce que personne n'en connaît vraiment les impacts. On ne sait même pas si ça va se faire. De toute façon. Et qu'on ne sait pas si ça va se faire. Ben non, mais c'est la maladie française. Hein. Donc on a des gens qui annoncent tout et n'importe quoi au gouvernement. On a expliqué qu'on arrêtait la pub, ce qui était quand même structurant
pour M6 ou TF1 qui peuvent faire des investissements dans ce sens-là, et vous leur annoncez 3 ans après que finalement il y a une hypothèse de refaire de la... C'est n'importe quoi. Et ça résume en gros tout ce qui se passe malheureusement dans notre pays sur un certain nombre de domaines. Il ne faut pas s'en plaindre parce que quand Madame Royal a mis son souk sur les tarifs d'autoroute, on a pu rentrer dans Vinci à un tarif meilleur. Ça vous donne envie de rentrer dans TF1 ou M6 ? C'est quand même compliqué. J'aime bien la consommation, mais on a du Publicis, on a du Bolloré qui est le premier actionnaire de Havas. On a un pied dans la consommation, même si ça ne se voit pas forcément dans nos répartitions. Alors, les autres actualités, on a Score. Alors Score, Score est une présentation qui est très convaincante. Ah oui. Oui, conforme à ce qu'on attendait, même un petit peu supérieur aux attentes. Et là, de la lisibilité sur Score, ce qui est bien sympa. Donc, comme on en a 2%. Comme on a 2%, c'est plutôt bon pour notre titre et notre contribution. D'ailleurs, c'était une des contributions positives de cette semaine. On va le revoir, on va revoir le portefeuille. Voilà, et donc, fort de ce constat, on est content d'avoir du Score. Peut-être qu'on en renforcera un petit peu. C'est pas exclu, mais pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Donc on garde notre belle communication, donc c'est pas le moment d'être suiviste. Donc Score, en effet, une contribution positive de presque 0,1% cette semaine. Dans l'actualité toujours, Alstom. Alstom, on avait joué le fait que la cession de l'activité énergie à General Electric allait pouvoir se faire dans des conditions qui sont plutôt bonnes. Elles se font dans des bonnes conditions. On a un titre qui est très bon marché, au moins sur un point, c'est la valeur d'entreprise sur le chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires, on ne le paye pas cher. Maintenant, il faut qu'ils nous prouvent qu'avec une situation financière reconstituée, ils vont gagner de l'argent et je crois qu'on peut prendre le pari. Oui. On garde Alstom. On est très en dessous des comparables de Siemens. Est-ce que le fait que ce soit racheté n'empêche pas que l'action continue Mais non, ce qui est racheté, c'est l'activité énergie. Et d'ailleurs, vous avez vu que le gouvernement tape tout de suite sur l'activité énergie en leur demandant de ne plus faire de centrales à charbon, mais l'activité qui reste française, qui est celle de transport. Alors, c'est une activité qui est cyclique. Et il faut des fonds propres. Et il y a quand même des fonds propres, c'est ce qui n'est pas arrivé à Alstom depuis un moment. Jamais. Voilà. Jamais depuis la scission avec Alcatel. Donc Vinci FH, on en a un petit peu parlé. Oui, je pense qu'on peut faire un petit commentaire sur Thales, si vous le voulez bien. Parce que franchement, il y a malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, un optimisme important sur les budgets défense, notamment en Grande-Bretagne, augmentation en Allemagne, augmentation en Australie. Donc on le voit bien, les zones de tension issues notamment par exemple de la baisse du prix de l'énergie vont entraîner des dépenses de défense qui vont mobiliser moins de ressources humaines et plus de technologie. C'est bon pour Thales. Surtout, on a une amélioration de la marge, 9,5% en 2016 attendu contre 7,6% en 2014, ce qui est remarquable. Et on attend 10% en plus, donc c'est vraiment bien. On voit, vraiment, on a un free cash flow qui augmente. On attendait 500 millions d'euros, on a 800 millions d'euros attendus pour 2015. Donc ça nous rassure sur l'avenir de l'entreprise. Et nous, gérants, on aime bien ce genre de choses. Donc on a un objectif de cours de 67-68 euros. On est vraiment content d'avoir ce titre en portefeuille aujourd'hui. On a 3,5%. On ne va pas monter beaucoup plus haut. C'est bien, oui. Ça fait déjà... C'est bien et on a quand même... presque 2% de Safran, on est quand même exposé dans le secteur. Exactement. Bon, Saint-Gobain, on en a parlé un petit peu. Oui. Saint-Gobain, on peut juste dire qu'on joue aussi un de nos thèmes de prédilection, la consommation, la reprise de la consommation et ou de la croissance en Europe. Ça, c'est la reprise du résidentiel, même si les indices sont pour l'instant, ou les indicateurs sont pour l'instant un petit peu faibles. Malgré tout, on en a un bon exemple. Ils vont pouvoir répercuter une hausse des prix d'environ 2%, ce qui est toujours bon. Ça se traite, c'est très peu cher aujourd'hui. C'est très bon marché. C'est très très bon marché. C'est en ligne avec la moyenne historique, donc on n'est pas tellement inquiet nous. Et puis on pense que la guérilla judiciaire c'est terminé. C'est fini, oui. Donc que Saint-Gobain n'aura pas besoin de mobiliser beaucoup plus. Le seul défaut de Saint-Gobain, c'est que c'est perçu comme une valeur allemande. Et une valeur allemande d'investissement, alors qu'effectivement, on pense que la consommation, elle est pas tirée. L'Allemagne n'est pas tirée par la consommation, c'est un pays d'Europe qui est tiré par l'investissement, mais autrement, c'est très bon marché. Et pour aller dans le sens de la fin de l'exposé de Thomas, le patron de Wendel, donc l'actionnaire
qui s'est imposé de référence. Et dans sa communication, sa présentation de ces semestriels hier a été extrêmement poli, laudateur avec Saint-Gobain. Donc s'ils marchent ensemble, enfin c'est quand même mieux de marcher ensemble. Ça faisait longtemps. Ça avait mal Ça faisait commencé. longtemps qu'on l'attendait. Alors donc, pour résumer, les arbitrages, on sort de Telefonica, Oui. on achète, on renforce Saint-Gobain. Et on La question des renforcera- phages. Et on renforcera Eiffage, ou on Voilà. achètera de l'Eiffage. L'histoire d'Eiffage, encore une fois, hein, je le rappelle, nos thèmes de prédilection, une reprise en Europe, donc augmentation de la fréquentation des autoroutes, donc des concessions. C'est important pour nous, grâce à la baisse du prix de l'énergie. C'est remarquable. Des travaux que l'État s'est engagé à payer, contrepartie de la baisse des redevances ou de la stagnation des redevances autoroutières, ce qui fait doucement rigoler, Oui, parce qu'ils sont gagnants sur tous les tableaux finalement, sont malins. comme souvent. Oui, ça, ils sont très malins, on peut le dire. Et puis la baisse de l'endettement grâce au quantitative easing, Ouais. des résultats financiers Et, meilleurs alors, qu'attendus. ça a un jeu sur les résultats d'aujourd'hui, puisqu'évidemment on refinance moins cher ce qui est en stock, et c'est un jeu pour aller chercher des nouvelles concessions, notamment les concessions de chemin de fer qui vont être remises sur le marché rapidement. La boîte à idées d'Hubert, sinon, qu'est-ce que vous avez dans votre besace Alors, cette non, semaine on a quand même fait beaucoup. Encore une fois, mon sujet c'est la consommation, mais j'ai pas vraiment de... À part Autogrill. Hein. Autogrill, c'est de la consommation américaine et Et européenne. italienne un peu. Et italienne. Et pas loin des autoroutes aussi. Ah, La boucle serait bouclée, on serait que un portefeuille autoroutier. Ouais. Non, mais Vinci Eiffage, ça a l'avantage, hein, comme on a dit, de croiser les taux, l'investissement et la consommation. D'accord. Donc pas de petite valeur. Non, on est sur des marchés qui sont quand même extrêmement agités. C'est pas la peine d'essayer de faire le malin. Hein. Oui, non, c'est pas la peine. On a vu dans l'actualité que je qualifierais de marrante, entre guillemets, Air France, qui est donc la seule compagnie Je qui, sais pas si ça les fait rire. ne bénéficie pas de la baisse des taux, et deux, a la masse salariale Ouais. des pilotes la plus élevée au monde. Donc on s'est rendu compte que dans le rapport de force qu'ils viennent d'imposer, je pense, avec l'accord du gouvernement pour être tout à fait précis, les pilotes reviennent à la table des négociations. Oui. On voit bien que ça n'est pas tenable. La situation n'est pas tenable en l'état. Ce sera probablement un titre qu'il faudra regarder le jour où il y aura des ratios comme chez tout le monde. C'est un peu exaspérant d'avoir une baisse du coût de l'énergie et de pas avoir un effet de levier sur la compagnie d'assurance, d'aviation. L'aviation. Ouais, une compagnie qui est coincée entre les low cost, hein, EasyJet, Alors, donc, Ryanair, et puis le hub. Mais le projet de low cost à l'intérieur de la compagnie est un projet compliqué à cause de ces syndicats de pilotes. C'est compliqué. Mais on a l'impression que là-dessus, le gouvernement veut bouger sur le code du travail aussi. En tout cas, il y a quelques signaux qui vont dans ce sens. Et des c'est-à-dire que- négociations au niveau des entreprises qui Oui, pourraient se débloquer. je pense qu'ils ont sorti toute la palette de ce qu'ils pensaient jouable entre le CICE et tout un tas de choses. Et puis au bout du compte, on tombe toujours sur la même difficulté, c'est-à-dire une masse, en tous les cas, un taux de chargement des salaires qui est trop élevé relativement à tous nos concurrents, d'une part. Et puis il y a des prélèvements qui pénalisent de facto toutes les entreprises. Vous êtes le plus cher en IS, vous êtes le plus cher Eh oui. en charge sociale. À un moment donné, vos entreprises ont un problème. La ont un France problème. n'est pas une île, l'exception culturelle c'est très bien, mais au cinéma, dans l'économie, ça marche un peu moins bien et on l'apprend tous les jours. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire cette semaine. Merci beaucoup Merci. pour toutes ces recommandations. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions chaque semaine. On y répondra et vous pouvez retrouver Interaction dans vos crèmeries préférées pour en acheter des parts avec toutes les précautions d'usage qui s'imposent. Merci à tous, à la semaine prochaine.